Bonjour, je m'appelle Éric Bénard, je suis le scénariste et le metteur en scène de Délition. Enfin, scénariste, on l'a écrit à deux, mais je suis en tout cas le metteur en scène de ce film-là. C'est l'histoire de la création du premier restaurant. En tout cas, l'élément marketing, c'est celui-là. La vérité historique est un peu plus complexe puisque le restaurant s'est créé sur une quinzaine d'années. Mais en tout cas, c'est comment, dans un climat pré-révolutionnaire, l'idée du restaurant va émerger. Et le film étant construit vraiment comme un western, comment un homme qui est humilié va décider de retrouver son honneur et proposer sa subjectivité au monde au travers du restaurant. Je travaillais sur le XVIIIe siècle, je suis assez féru d'histoire et je voulais travailler sur l'identité française en fait. Et en voulant travailler sur l'identité française, je cherchais dans le climat pré-révolutionnaire, quoi, les Lumières, dit simplement. Et puis, il y avait autre chose, c'est que suite au Goût des merveilles, je voulais travailler sur le sensoriel. Je travaillais sur les cinq sens, pas que les deux sens nobles du cinéma, mais essayer d'évoquer les cinq sens, d'en appeler aux cinq sens. Et donc, je cherchais des choses autour des parfums, autour des sons, voilà, côté Italo-Calvino un peu, si vous voulez. J'ai fait un double take un jour en lisant un bouquin parce qu'il y avait écrit cette phrase, c'est la création du premier restaurant. Création du premier restaurant. Et parce que comme tout le monde, je pensais que ça existait depuis beaucoup plus longtemps. Et puis j'ai compris le distinguo évident après, le coup, entre l'auberge, la taverne et le restaurant. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est une métaphore absolue de ce qu'est le cinéma. C'est un cuisinier, c'est un metteur en scène. C'est quelqu'un qui va proposer sa subjectivité à des gens assis dans une salle. Et il y a des acteurs, les serveurs qui viennent et qui, avec un balai ergonomique, qui viennent servir à manger et qui proposent de la sensualité, qui proposent de soit faire rire, soit faire pleurer, soit juste de jouir. Et voilà. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et en plus, comme bon metteur en scène, pour qui c'est pas toujours facile, parce que vous vous sentez un peu seul, l'idée d'un homme qui s'affranchit des pouvoirs pour s'en sortir que par sa subjectivité me semblait être aller au bout d'une certaine métaphore. C'est moins un film de revanche qu'un film de prise de conscience et surtout de confiance en soi. Moi, j'aime beaucoup, c'est une récurrence dans le cinéma que je fais. À quel moment est-ce que quelqu'un reprend confiance en lui? Et c'est systématiquement au travers l'aide d'un tiers. C'est parce que quelqu'un commence à vous regarder, parce que quelqu'un vous fait confiance, que d'un seul coup, vous retrouvez confiance en vous. Et donc, c'est le cas de ce film-là, clairement, puisque c'est un apprenti, en l'occurrence, la première femme en cuisine, d'une certaine manière, qui vient et qui a confiance en lui. Et à partir de là, il retrouve le goût de son âme. C'est magique parce que c'est du cinématographe. Greg, il n'a jamais fait la cuisine de sa vie. Il ne coupe pas une carotte au départ, Greg. Mais c'est un tel acteur que voilà. Moi, je lui ai proposé un film avant à Grégory. Il m'avait dit que c'était pas possible pour des raisons tierces. Et j'avais remarqué ses mains. J'avais remarqué les mains de Greg. C'est-à-dire qu'il y a un rapport yin-yang. Là encore, ça fait plusieurs films que je travaille sur la fragilité du mal. Comment le fragile dans le Goût des merveilles, c'était ça, mais après, ça a été le film d'avant et le film d'après, ça l'était aussi. Et là, c'est pareil. Ce qui m'intéressait, c'était un homme qui a l'air fort, qui a l'air d'être. C'est une icône, un chef en cuisine. Comment non seulement il est humilié, mais en plus, il perd toute confiance en lui. Donc, il fallait être capable de ça. Le travail de l'acteur, c'est magique. C'est comme si Grégory peut jouer du violon après-demain matin. Il va vous convaincre, c'est sûr. Donc après, oui, on a travaillé. On est allé en cuisine. On a travaillé avec des cuisiniers, avec Thierry Charrier, avec Jean-Charles Carman. Il a appris des gestes. Il est allé au Quai d'Orsay travailler pendant des jours et des jours.
C'est du bonheur parce que, en plus, Benjamin est à mi-parcours entre mon fils aîné et moi en termes d'âge. Donc, il y a un rapport familial. Il est intégré, il est dans la génération intermédiaire. Euh, le, donc, on a un lien fort à cause de ça. Je ne sais pas si j'aurais proposé ce rôle à un autre acteur de son âge. Parce que si vous y réfléchissez, c'est un rapport père-fils entre le duc et le cuisinier. Et j'ai inversé le rapport père-fils. Parce que j'ai cru que Benjamin pouvait faire ça. Je trouvais ça plus original que de l'inverser en termes d'âge et pour dire plus sur le rapport aristocratique, sur ses convictions et en même temps cette fragilité parce que lui le sait très bien qu'il a tort de le virer. Lui le sait très bien qu'il ne retrouvera jamais quelqu'un qui lui fera à manger comme ça. Et lui qui s'ennuie tellement dans la vie, c'est une des choses qu'il a de plus importantes. Donc j'étais très heureux que cet acteur existe pour pouvoir lui proposer ce rôle-là. Après, faire du chemin ensemble, je l'ai fait avec Isabelle, je l'ai fait avec Guillaume de Tonquédec, je l'ai fait avec d'autres acteurs avant. Moi, je trouve très, très agréable de faire plusieurs films avec les mêmes acteurs parce que il y a un lien de confiance qui s'établit parce que vous emmenez les gens ailleurs, là où vous pensez qu'ils peuvent aller. Et je crois ils apprécient ça, qu'on cherche ensemble. Bon, et Nicolas, on se connaît depuis qu'il était à Canal+ Écriture. Donc avant qu'il revienne à la scénarisation. Et il a eu la gentillesse au moment où il a décidé d'arrêter ses activités autres, de me demander d'écrire Le Convoyeur avec lui. Donc ça a créé un lien particulier parce que quelqu'un qui a tous les scénaristes de Paris sous les yeux et qui vous demande de travailler avec lui, ça vous donne confiance en vous. Et c'est devenu un frère d'armes, c'est un vrai compagnon de voyage. Ça fait 20 ans qu'il ne se passe pas une semaine où on ne se voit pas. En plus, il y a une cinéphilie commune, donc, et on a dû écrire 6 films ensemble. Alors, il y en a 4 qui existent, et puis 2 qui ne se sont pas faits, mais vous voyez, et là, je suis en train d'écrire un film pour lui en ce moment. Vous voyez, donc avec lui, quand je dis pour lui, avec et pour lui, mais c'est un magnifique précepte à parler cinéma que d'être ensemble et d'écrire. Donc, pour cet exemple-là, c'était un film dont j'avais l'idée. Et c'est le principe, en gros, c'est celui qui met en scène, qui apporte ses idées à l'autre, et vice-versa. Et on la frotte au cerveau de l'autre. Et là, je l'ai amené, il m'a juste dit haïku. Voilà. Et donc, c'est agréable de dire, bon, on va pouvoir se mettre à travailler alors. Voilà. Et donc après, moi, j'ai écrit pour beaucoup de gens et sans déflorer des secrets particuliers. C'est le seul homme avec qui je peux écrire vraiment à 2 stylos, c'est-à-dire commencer une phrase et qu'il la finisse. On a le même rapport à l'écrit journalistique d'origine sans aucune crainte de la feuille blanche. C'est-à-dire c'est un instrument, c'est pas bien, c'est pas grave, on recommence. Vous voyez, il n'y a pas de sacralisation de la feuille blanche. Donc c'est très, 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 très agréable. C'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai écrit un film qui s'appelle 600 kilos d'or pur. Et un jour, dans une émission de télévision, j'ai revu des images d'Estoufade à la Caraïbe, qui est un film de mon père. Et je voyais des lingots d'or passer dans son film. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ma pauvre tête? Donc, voilà, moi je suis pas allé faire du cinéma directement, je suis allé faire d'autres choses dans la vie et je suis revenu dans un deuxième temps au cinéma, même si j'ai toujours écrit, j'ai toujours vécu du métier de ma plume. Donc il y a ça, il y a un paradis perdu, il y a en plus j'ai fait 2 films sur mes parents entre-temps, Méro et L'Esprit de famille, donc il y a un côté tribute to, voilà, rendre systématiquement hommage aux gens qui m'ont offert d'être là et de l'être comme ça. Pour ce qui est de délicieux, je vais aller plus loin que vous. C'est qu'un jour, on m'a proposé de faire le remake du Grand Restaurant. Et donc, on n'est pas allé plus loin que ça, parce que pour plein de raisons, ça ne me semblait pas déjà
Louis de Funès, c'est pas facile à changer. Et puis, je me voyais vraiment pas faire ça. Mais je n'ai pas fait le lien quand j'ai écrit Délicieux. Je ne me suis pas dit, je vais répondre à ça en faisant Délicieux. Comme je vous ai dit, ma démarche était historique et sensuelle et sensorielle. Maintenant, il est bien évident qu'entre le grand restaurant et le premier restaurant, je ne peux pas ne pas donner raison à votre question. Il s'est passé quelque chose. Et ma femme étant psychanalyste, en plus, je peux pas me cacher. Ni l'un ni l'autre, mais j'aime ces deux films, c'est pas le débat. Le Festin de Babette est un film protestant. Moi, je voulais un film sensoriel, comme je vous ai dit. Donc, de toute façon, j'allais pas aller là en termes de lumière, en termes voilà. Je savais que je voulais faire de la peinture, ce qu'on appelait de la peinture de genre au XVIIIe siècle, dont le maître est Chardin, maître des natures mortes dont vous parlez, mais aussi des gens au travail. Euh, euh, donc ça, j'y tenais beaucoup. Le fait de ne pas avoir eu énormément d'argent m'a aussi poussé à trouver des résumés narratifs. Et les natures mortes, comme vous le savez, c'est de la symbolique en barre. Donc, on peut passer 10 minutes à éplucher chacune des natures mortes. Pour moi, elles ont un sens très précis. Chaque chose dedans a quelque chose. Donc, composer des natures mortes dynamiques, puisqu'il y a toujours un petit élément dynamique dans chacune des natures mortes, c'est quelque chose qui vous arrivera qu'une fois dans votre vie. Donc, ça a été un bonheur absolu. Mais c'était à part du tournage, d'une certaine manière. Après, pour ce qui est du cinéma, les films en référence, c'était pas vraiment sur la cuisine. Je suis obligé de donner deux films immédiatement qui sont ridicules et que la fête commence, parce que c'est deux films qui racontent la même histoire que le mien, en fait. C'est comment, dans un climat pré-révolutionnaire, l'aristocratie s'ennuie, que la fête commence, la réponse est par la sexualité, ridicule par le verbe, et là, c'est par la bouffe. Mais en fait, c'est le même moment historique, même si c'est pas à 10 ans près, c'est pas la même chose, mais c'est la même demi-siècle, on va dire. Et voilà, il y a ça. Et puis, il y a un film qui... vous êtes obligé de revoir Kubrick quand vous faites un film d'époque comme ça. Voilà, juste pour vous dire, ben voilà, ça c'est ce que je pourrais pas faire, mais c'est parce que voilà. Et puis même, vous trouvez quand même tel plan en disant, vous appelez le chef d'écho en disant, attends, revois ça, tel plan. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse, ça on doit pouvoir le faire, c'est pas une question d'argent. Et puis, et moi j'avais un film que j'ai revu et qui m'a donné une idée. Je vais vous confesser une idée qui est dans le film, qui est Tom Jones de Richardson, qui est un film qui m'avait marqué jeune, parce que pour le coup, c'est un film hédoniste, c'est un film jouisseur. Et alors que je l'ai revu, et c'est pire que ce que je pensais, ça éclate dans tous les sens. Et je lui ai volé les poules. Je lui ai volé le fait de mettre des poules dans le champ tout le temps pour mettre de la vie pour pas cher. Et ça, je le dois à Tony Richardson, je pense. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Sur chaque film, il y a un directeur de casting vous fait rencontrer un acteur, voilà. Et en l'occurrence, c'est David Bertrand, mon directeur de casting, qui me l'a fait rencontrer. J'ai rencontré plein de jeunes gens. Je le voyais plus jeune au départ, mais alors là, ce sont les essais qu'on parlait. Vraiment, c'est très simple. Vous avez fait plusieurs séries d'essais, et puis c'est pyramidal. Après, il y a de moins en moins de monde. C'est comme ça que j'avais trouvé Benjamin sur le Goût des merveilles, hein, de la même manière, même si Benjamin était à la Comédie Française et que Lorenzo ne l'est pas. Mais c'est vraiment des problèmes purement d'essai. Et c'est un jeune homme qui a la grâce. Il a la grâce. Vous savez, voilà, des comparaisons. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais j'ai envie de citer, il y a de l'influence de Gérard Philippe. Vous voyez, il y a quelque chose il y a des plans où quand il courait dans la campagne, je disais, c'est absolument incroyable. Il y a de la grâce, quoi. C'est donc le deuxième film qu'on fait ensemble. On devait en faire avant ces deux-là un autre, qui n'avait rien à voir, qui se passait en 1945. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a eu l'occasion de parler de plusieurs films ensemble. Donc, on a appris à se connaître. Et moi, je tenais beaucoup à ce que ce soit une femme de cette classe d'âge-là. Je voulais pas que ce soit un apprenti de 25 ans. Je voulais que ce soit une femme qui ait environ une cinquantaine d'années ou 45, 50 ans
pour dire plein de choses, pour dire déjà que on est là dans une deuxième vie, c'est le principe du film, puisqu'il y a des cliquets narratifs qui font que Et puis aussi, parce que c'est ce qui me semble être la modernité du propos, c'est apprenti, c'est pas une question d'âge, c'est une question de vouloir apprendre autre chose. Et donc, pour symboliser ça, ça va être l'entrée de la femme en cuisine. Je trouvais beaucoup plus joli d'avoir quelqu'un qui puisse être à certains moments une femme, les mains dans le fumier, et qu'elle n'ait rien à faire là, parce que à 22 ans, c'est normal de commencer avec un ballet. Là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et puis qu'il y ait des moments où elle soit juste sublime. Voilà. Et donc, travailler comme ça sur de l'éclairage à la bougie, sur ce genre de choses, avec une actrice comme Isabelle, et la magnifier et l'érotiser, puisque en plus, vous avez le rapport au goût. Il s'agissait d'érotiser une actrice. Je trouvais ça beaucoup plus fort avec une actrice comme ça que si vous prenez un mannequin, quoi. Vous avez compris, mais donc c'est de la beauté cinématographique. Vous voyez, il n'y a pas plus beau que Meryl Streep quand elle joue la comédie, quoi. Vous voyez, je veux dire, voilà, etc. Donc c'est ça qu'il s'agit d'aller chercher. Il y a des moments vraiment où vous regardez et vous dites, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, et ça c'est très très agréable parce que vous faites œuvre de cinéma, quoi, dans ces moments-là. Non qu'Isabelle soit pas magnifique dans la vie, mais de pouvoir être dans le vivant. Vous voyez ce que je veux dire, de varier d'un plan à l'autre, comme on varie tous. Là, il est tôt le matin. J'espère que j'aurai une meilleure bouille dans 2 heures que maintenant. C'est pas évident. Voilà, donc ça c'est très agréable. C'est très agréable de voir un acteur, de voir sa fatigue, de voir quand vous en avez pas besoin d'essayer de l'effacer, quand vous avez besoin parfois insidieusement de la filmer, voilà, et d'en parler avec. Isabelle fait partie des actrices avec qui je peux parler de son physique jour après jour, parce qu'on ne cesse d'évoluer. On ne cesse d'évoluer. Il faut pas. Ou alors, vous avez emplâtré complètement quelqu'un, il est encadré, il est tartiné, et puis en effet, il n'évolue plus. Mais bon, voilà. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est très intéressant de jouer avec ça. Comme dans toute chose, une fois que le dialogue est fait, est établi, c'est un bonheur. Déjà, c'est suite à une longue frustration parce que Covid, donc repoussé plusieurs fois. Et puis c'est un film un peu cliquet pour moi. C'est-à-dire que j'arrivais à un moment où je voulais travailler sur, comme je vous ai dit, sur l'identité française, donc échanger un peu de cinéma. Donc j'avais hâte de le montrer. Voilà. Que ce soit Angoulême, c'est très agréable parce que bon, c'est devenu un lieu qui compte. Et puis, il y a un côté tremplin agréable. En plus, j'ai des bonnes expériences là-bas. Donc, je trouve que je suis content d'être là. Je vais commencer par le début, si ça ne vous embête pas, c'est-à-dire sur le français. Vous me parliez d'influence, j'aurais dû vous citer de façon plus claire Tavernier. Le capitaine Conan, le juge et l'assassin. Vous voyez que la fête commence. L'identité française, c'est ça. Les Américains ont la bannière étoilée, le self-made man. Les Anglais ont la reine, l'insularité. Nous, on est quoi? C'est ça qui m'a mis en branle, entre guillemets. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a la francophonie. C'est la langue. Pour moi, c'est la langue. Donc, quels sont, dans les films que vous écrivez, quand on est un malade comme moi qui écrit tous les jours longuement et donc qui sort plein de scénarios dont certains deviennent des cales pour mon bureau, qu'est-ce qui fait que ça mérite que c'est légitimement un film français ou francophone, oui, francophone, alors que il y a plein de films qui peuvent être faits dans toutes les langues, dans tous les pays. Délicieux, je ne pense pas que ce soit le cas. Vous voyez, c'est un film vraiment francophone, alors français, mais aussi. Et ça, j'aime bien cette idée-là, cette idée de qu'est-ce qui fait la spécificité d'un film dans son rapport à sa langue. Ridicule, un film qui peut exister. Voilà. J'ai la sensation parfois, quand je vois un film québécois en particulier, qu'il pourrait pas venir d'ailleurs. Voilà. Et il y a eu quand même pas mal de remakes de films canadiens qui étaient rarement au niveau du film canadien. Il y a quelque chose de viscéral.
Voilà, donc ça me plaît. Après, à l'intérieur de la francophonie, vous dire ce que ça veut dire pour moi, je serais bien incapable de